Moi, je vais vous parler de la surveillance épidémiologique des infections telle qu'elle est réalisée à l'IHU Méditerranée Infection. Donc, ça a commencé en 2002-2003 suite à un rapport de mission sur le bioterrorisme qu'avait réalisé Didier Raoult, pour lequel il nous avait demandé de mettre en place des outils au laboratoire de détection de tous les phénomènes anormaux sur la base de recommandations qu'il avait formulées, de surveiller notamment la mortalité, la consommation de médicaments, et puis de mettre en place des systèmes de surveillance syndromique et de déclaration obligatoire. Et ça sur le fondement que, dans le passé, certains exemples existent où des maladies émergentes ont été révélées par le compte des décès, c'était le cas de la maladie légionnaire, ou le compte de consommation de médicaments, qui a été le cas dans l'infection VIH, comme un élément contributif à la détection des premiers cas. Donc depuis 2003, on a mis en place un système qui permet de détecter tous les événements anormaux en comptant sur la base de toutes les données que l'on a au laboratoire. Donc d'une part, les prélèvements cliniques que l'on reçoit, les tests que l'on réalise, donc ça c'est une approche de type syndromique avant le diagnostic, et puis complétée par une approche conventionnelle où on va compter tous les diagnostics positifs. Donc ça génère des alertes selon des systèmes variés, simples, éventuellement plus subtils maintenant avec ce qu'a développé Hervé Chaudet. Et donc ça se fait sur une base hebdomadaire de manière à pouvoir être réactif et à faire de la surveillance en temps réel. Donc initialement, c'est un système qui s'appelait EPIMI qui avait été mis en place et qui permettait, vous voyez, en 2013 d'avoir déjà des données pour environ 1,5 million d'urines et puis 1,5 million d'hémocultures, avec respectivement 84 000 positifs et puis 33 000 positifs, et donc une surveillance très large de tout ce que l'on peut surveiller au laboratoire. Donc ça comprenait 38 catégories de prélèvements, 137 pathogènes, et puis notamment 39 également profils de résistance aux antibiotiques. Et donc ça permet, ce type de surveillance, de mettre en évidence un certain nombre d'événements, d'abord des alertes précoces sur la base du compte de prélèvement. Le fait de compter des prélèvements, ça permet souvent de détecter plus précocement l'émergence d'infections, de syndromes infectieux, que de surveiller uniquement le pathogène, donc par le compte des diagnostics. Et donc c'est ce qui a été mis en évidence plusieurs fois pour des prélèvements respiratoires ou pour des prélèvements de liquide céphalorachidien ou des prélèvements de sel. Par ailleurs, en fait, ça permet également de mettre en évidence des événements que l'on ne détecte pas si on surveille uniquement les pathogènes, donc les diagnostics. Donc c'était le cas par exemple pendant l'été 2005, il y a eu une augmentation du nombre de liquide céphalorachidien reçus au laboratoire, pour lequel on avait à ce moment-là détecté une infection par une épidémie d'entérovirus. Mais vous voyez que pendant l'été 2007, il s'est produit également on a reçu un nombre extrêmement élevé de liquide céphalorachidien, mais pour lequel on n'a trouvé aucun diagnostic, ni viral, ni bactérien. Donc par ailleurs, en fait, cette surveillance permet de mesurer la non-prédictabilité, l'imprévisibilité des infections. Et donc c'est le cas par exemple pour des pathogènes que l'on pense bien connaître, comme les pathogènes respiratoires, notamment la grippe et le VRS, et d'autres virus respiratoires. Et bien vous voyez que même pour la grippe, on est incapable de prédire en fait d'année en année quel type va émerger, quel va être le niveau d'incidence, quels vont être les sous-types éventuellement impliqués, et puis également quelle va être la sévérité sur le plan clinique des infections. Un quatrième exemple, c'est de pouvoir détecter des saisonnalités non connues. Et donc c'est Didier Raoult qui avait repéré sur le compte des bactériémies à Klebsiella pneumoniae qu'il y avait davantage de cas pendant la période estivale, pendant la période chaude, et ce qui sortait donc significativement. Et donc il avait demandé à 3 autres laboratoires dans le monde de regarder l'incidence de ces bactériémies à Klebsiella pneumoniae. Et donc la même tendance avait été observée d'augmentation pendant la période chaude. Et donc le contre-exemple, c'était... Pardon, j'essaie d'enlever ça. Voilà. Contre-exemple, c'était l'Australie, c'est l'hémisphère sud. Mais sinon, on retrouvait toujours cette association bactériémie Klebsiella pneumoniae et saison chaude qui n'a pas été...
Simplement, c'est l'hémisphère sud, donc c'est à l'envers. Tout à fait. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit? Non, c'est vrai. C'est pas grave. Hop. Voilà, et donc 5e exemple, la surveillance en temps réel avec une détection en septembre 2012 d'une augmentation des infections à Neisseria gonorrhée, et puis également des infections, des primo-infections HIV, et puis des infections à Treponema pallidum. Et donc à cette époque, on avait été le premier à déclarer cette augmentation, sachant que les données nationales étaient un petit peu en retard en termes d'analyse et de détection. Et puis un autre exemple également, c'est le fait de pouvoir détecter précocement des infections émergentes, comme c'était le cas des infections à Clostridium difficile au 27, qui montraient une mortalité d'environ 30%, et donc ce qui a permis de mettre en place rapidement des mesures de dépistage, des mesures de contrôle des infections, et puis de mettre en place donc la greffe fécale. Et donc ça, c'est ce qui avait été décrit par Jean-Christophe Lagier. Et puis, un exemple également de cette surveillance en temps réel qui permet, sur la base de données récentes, de mettre en évidence réellement quels sont les pathogènes qui sont importants et qui montrent la plus grande incidence à un moment donné. Avec l'exemple des hépatites aiguës, eh bien, pour les hépatites aiguës, on voit que c'est l'hépatite E et l'hépatite A qui causent davantage d'hépatite aiguë actuellement que l'hépatite B. Ce sont des données qui correspondent à ce que l'on retrouve sur la base de données récentes au niveau national en termes d'incidence des cas et puis également en termes de mortalité. Voilà, donc en 2013, Hervé Chaudet et le CESPA avec la Ville de Paris ont permis de mettre en place des nouveaux outils et donc notamment une nouvelle plateforme technologique de manière à améliorer cette surveillance et à la systématiser et encore à l'étendre, notamment en surveillant de façon encore plus exhaustive l'ensemble des bactéries isolées au moins une fois dans le laboratoire. Également des systèmes qui permettent d'analyser sur la base des spectres, de combiner l'identification protéomique avec une identification temporelle de manière à pouvoir mettre en évidence des infections clonales qui surviennent sur une même période de temps, et donc ça c'est ce qu'on appelle les CAR Hermès, c'est un outil qu'il a développé. Et puis également donc la surveillance étendue de la résistance aux antibiotiques, et donc ce qui est développé particulièrement avec Jean-Marc Rollin et Sophie Baron, avec une surveillance étendue à un grand nombre de profils de résistance aux antibiotiques. Donc tout ça, en fait, a été intégré dans un système où on a donc les données qui sont collectées, qui sont analysées par les différents outils, ce qui génère des alarmes, une évaluation lors d'un staff, notamment du mardi matin, et puis également tous les staffs, tous les staffs du matin sont l'occasion de présenter ces données et d'évaluer s'il convient de faire des investigations. Et donc ça peut conduire à mettre en place des mesures diagnostiques, de contrôle et de prévention et de traitement. Et puis également, on a étendu à partir de 2013 cette surveillance à l'ensemble un grand nombre de laboratoires publics et privés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui représente environ 8% de la population française, donc environ 5 millions d'habitants, et qui comprend 600 laboratoires, notamment privés de biologie médicale. Et donc en 2009, on avait inclus dans cette surveillance environ 300 de sites, donc qui couvrent une bonne partie de la région PACA, et notamment l'ensemble des laboratoires qui constituent le groupement hospitalier de territoire des Bouches-du-Rhône. Et donc ça a permis d'incrémenter un grand nombre d'isolats bactériens, donc on en avait 616 000 en 2018, et puis de passer la barre des 3 millions de prélèvements, suivis dans le cadre de ce réseau PACA en 2019. Ça génère toutes les semaines des alertes sur la base des données collectées à l'IHU, mais également dans tous ces laboratoires de la région PACA. Et vous voyez par exemple, on retrouve Klebsiella pneumoniae, c'est la période, et on a une alarme à l'IHU, mais également dans d'autres groupements de laboratoires privés, également dans des laboratoires hospitaliers à d'autres endroits de la région PACA.
Par ailleurs, on peut mettre en évidence des spécificités liées à certains laboratoires. Donc sur cette représentation en réseau Cytoscape, eh bien, on voit que les espèces bactériennes qui sont représentées ici sont spécifiques de chaque laboratoire, et ça permet de se poser la question de différence, de spécificité en termes de recrutement de patients, de tests et d'échantillons plus particulièrement analysés pour tel ou tel laboratoire, et puis également des tests utilisés. Et on a vu notamment des variations à partir du moment où les laboratoires privés ont commencé à utiliser de façon systématique le MAGITOF. Donc ça permet de mettre en évidence des alarmes qui vont survenir dans différents laboratoires de la région PACA, et donc de pouvoir voir si une épidémie ou une infection, une augmentation de l'incidence est localisée à une zone géographique ou est plus étendue. Est-ce qu'elle est davantage dans le secteur privé ou dans les hôpitaux? Ça permet également d'avoir des données massives pour des études qui portent notamment, par exemple, sur la résistance aux antibiotiques, avec la collection de plus d'1,5 million d'antibiogrammes par Jean-Marc et Sophie Baron. Alors, on étend également cette surveillance à la collecte de données concernant la virologie et puis la parasitologie et la mycologie, avec des collaborations maintenant étendues avec le CHU de Nice et puis le centre hospitalier de Toulon. Et également le laboratoire CERBA, qui réalise des analyses spécialisées pour les laboratoires privés. Et donc, vous voyez, on a maintenant, depuis 2014, collecté des données pour 317 000 tests diagnostiques pour près de 200 000 patients, avec un nombre de positifs d'environ 23 000. Alors, avec l'exemple pour l'hépatite E, par exemple, de la détection des IgM permettant de faire le diagnostic des hépatites E aiguës, on retrouve en fait un nombre de cas d'IgM positive important pour le laboratoire CERBA, quasiment aussi important que ce que l'on a, même plus important que ce que l'on a pour la PHM. Et donc ça permet de voir la distribution des cas par département et par période de l'année, de répartir, de voir quels sont les cas incidents d'hépatite E dans la région PACA. Et donc, plus récemment, le développement du suivi des infections associées à la mortalité. Donc, on peut, grâce à Marie-Thérèse Gimeno, récupérer la mortalité à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc, ça représente environ une 50aine de décès chaque semaine. Et donc, on peut voir quels sont les pathogènes associés à ces cas mortels. Donc ça, on ne parle pas pour l'instant d'imputabilité, mais de détection d'infections associées à la mortalité, avec donc mise en évidence de pathogènes, également la surveillance des profils de résistance aux antibiotiques associés à ces décès. Donc sur 5 ans d'évolution, donc il y avait 15 000 décès qui ont pu être répertoriés, et dans à peu près 2 tiers des cas, eh bien, un prélèvement avait été adressé au laboratoire de microbiologie, et donc ça permet de faire une analyse des infections associées au décès. Et donc notamment si on regarde dans les hémocultures, on retrouve parmi les patients décédés donc des diagnostics d'infection à Escherichia coli, à Staph aureus, à Klebsiella pneumoniae. Dans les selles, on retrouve un grand nombre de cas d'infection à Clostridium difficile. Et quand on regarde au niveau des pathogènes viraux détectés dans les cas mortels, eh bien, on a pour les cas de diagnostic d'infection respiratoire, on retrouve une proportion très importante de co-infection par des pathogènes bactériens. Voilà, et donc ça permet de mettre un peu en perspective ces données par rapport à celles qui sont décrites pour d'autres pathogènes dont on peut parler dans les médias. Hein. Par exemple, la mortalité associée à la rougeole qui représente à peu près 1 décès par an, et puis celle à l'hépatite B qui représente un peu moins de 1 décès par an également, mais également celle d'autres pathogènes comme chikungunya qui a causé 0 décès depuis 2006. Donc ça rentre dans le cadre d'un décryptage qui a été fait sous forme de bulletins, de billets, et qui prend maintenant d'autres formes, notamment des formes des vidéos qui sont postées sur YouTube. Et puis pour finir, donc cette surveillance fait l'objet de publications et de communications. Et donc on est maintenant à plus de 33 articles,
plus d'une dizaine de communications affichées, de communications orales. Et donc là, vous avez en fait classé par ordre de taille en fait, les mots-clés qui sont retrouvés dans ces publications et communications. Et donc on les répartit en des communications ou publications qui portent soit sur des augmentations saisonnières, des augmentations anormales, donc des phénomènes saisonniers, des événements associés à la résistance aux antibiotiques, la description de nouveaux genres, de nouvelles espèces, et puis également en fait, la description de tous ces outils qui sont utilisés pour la surveillance. Voilà, donc ça fait l'objet d'un bulletin épidémiologique hebdomadaire que vous retrouvez sur le site de l'IHU. Et donc au total, le développement de ces outils a permis de mettre en place une surveillance exhaustive et une alerte en temps réel. C'est une observation qui est sans a priori, c'est-à-dire qu'on va détecter tout ce qui est anormal et pas seulement certains pathogènes à certaines périodes de l'année. Donc ça représente maintenant des big data. Ce sont des données vraies et récentes d'incidence et de prévalence qui nous permettent de faire un décryptage. Et puis donc ça correspond à un développement d'outils innovants qui continue. Voilà.